Bonjour tout le monde, bienvenue à Commando Bio. Aujourd'hui, Philippe Miron et Anthony Zirzou, on va vous parler de l'Ebola. L'Ebola a été découvert en 1976. Selon CDC, la source sera encore inconnue, mais selon eux, les chauves-souris ou les singes ou certaines races de singes auraient des grandes chances d'être porteuses. Depuis qu'on connaît que depuis 1976, il y a eu 10 épidémies différentes à des régions différentes de l'Afrique et la dernière connue serait juin 2019. Le taux de fatalité, de manière générale, sans intervention d'un vaccin, serait de 66%. C'est vraiment énorme, c'est une maladie très agressive. Sans soins médicaux, le taux de létalité est de 90%. L'Ebola, c'est un des pathogènes les plus mortels qui circulent présentement dans le monde. En fait, la transmission, c'est tous les contacts non protégés de liquide corporel entre une personne infectée et une personne qui n'est pas infectée. Ça serait le sang, le vomi, la diarrhée, sueur, salive, sperme et aussi tous les tissus qui sont infectés. En fait, les liquides qui sont vraiment les plus infectieux, ça serait le sang, les selles et le vomi. Les personnes qui n'ont pas encore de symptômes ne seraient pas encore contagieuses parce que c'est une maladie qui est vraiment agressive. Il n'y a pas un gros temps d'incubation. Alors, il n'y a pas une période où les gens sont contagieux, ils n'ont pas de symptômes. Tu as les symptômes, t'es contagieux. Le contact sexuel non protégé avec une personne qui s'est rétablie de l'Ebola, même 12 mois après son infection, pourrait être encore contagieuse. C'est ça. Et tous les objets, les contacts avec des objets non stérilisés, alors si tu sens qu'il n'a pas été nettoyé d'un objet, ben là c'est sûr que tu vas contaminer la personne qui ne l'est pas encore. Les symptômes, alors c'est principalement une fièvre hémorragique, alors qu'il y a beaucoup de fièvre et beaucoup d'hémorragie, soit interne et externe. De plus, ça s'accompagne de maux de tête, de fatigue, des douleurs et des faiblesses musculaires, maux de gorge, nausées, vomissements, la diarrhée, et tout ça fait en sorte que tu es déshydraté. Ok, les systèmes infectés. Ça infecte les tissus et le système immunitaire. En fait, les cellules comme les globules blancs se font infecter. Après ça, les tissus épithéliaux, surtout dans les vaisseaux sanguins, ils vont se désintégrer. Et les organes comme le foie se font attaquer. Fait que là, ça va impacter encore plus le système circulatoire et les hémorragies et la destruction causée directement par le virus et le système immunitaire, en fait, va faire en sorte que la majorité des organes vont être insuffisants et ils vont mourir petit à petit et ça fait en sorte que le sujet va mourir. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette partie de la vidéo, nous allons parler des différents systèmes affectés et comment ils sont affectés. Donc, la progression de système en système. Le premier système qui va être infecté, ça va être le système immunitaire. Les premières cellules qui vont être infectées dans ce système-là, ça va être les cellules dendritiques et les macrophages, les cellules à gauche ici. Après ça, après cette infection, les réponses du système immunitaire inné et adaptative ne vont plus être efficaces, donc il n'y aura pas la réponse normale ou habituelle. Une fois que le virus entre directement en contact avec les globules blanches, donc les lymphocytes T, ils ne vont pas être capables de les infecter, mais ils vont être capables de s'attacher à eux. Donc, ils vont être capables d'aller s'attacher à ce qu'ils appellent le récepteur TRL4. Ils ne savent pas trop quoi non plus, pourquoi il va y avoir une grande diminution des lymphocytes T, donc de la mort de ces cellules immunitaires. Mais ce qu'ils savent, c'est qu'une fois que les lymphocytes T vont être attachés par le virus d'Ebola, ça va causer la mort de la plupart des lymphocytes T et cette mort-là va être retrouvée chez les patients qui vont mourir de l'Ebola, mais pour les patients qui vont survivre, ils vont souvent avoir un haut taux de lymphocytes T restant. Après ça, une fois que les lymphocytes T une fois que les lymphocytes T sont attachés et que le TRL4 va être en quelque sorte affecté par le virus, il va y avoir de la cytokine qui va être relâchée par le macrophage et d'autres différentes cellules immunitaires. Ce que ça fait, c'est que ça s'en va cibler les endroits où il y a de l'infection et il va y avoir autant de cellules spectatrices
que des cellules infectées qui vont mourir. Et dans ce cas-ci, la plupart du temps, ça va être les cellules de tissu. Donc, c'est l'inflammation ciblée par les cellules immunitaires qui vont finir par attaquer d'autres cellules comme les lymphocytes T aussi, entre eux. Donc, finalement, le système immunitaire ne sera plus capable de faire ce qu'il est supposé faire. Dans ce cas-ci, c'est se défendre contre le virus. Donc, une fois que le système immunitaire est infecté, les tissus sont les prochains à être infectés. Une fois que les macrophages, les monocytes et les monocytes sont infectés, ils envoient des commandes aux cellules épithéliales des vaisseaux sanguins de relâcher le sang dans le corps et donc perdant leur intégrité. De plus, les neutrophiles signalent les vaisseaux sanguins de relâcher encore plus de fluide, ce qui cause une abondance de l'hémorragie, comme on peut voir dans l'image à gauche. Puisque le système immunitaire est grandement compromis, le corps relâche une grande quantité de cytokines comme dernier recours pour activer le système immunitaire, comme on a vu précédemment par le TRL4. Le cytokine en grande quantité crée une tempête de cytokines qui agit comme médiateur inflammatoire dans le système. Dans le contexte de l'Ebola, la tempête de cytokines fait en sorte que le système immunitaire des individus qui est infecté va faire un grand dommage collatéral, plus particulièrement des tissus épithéliaux dans les vaisseaux sanguins, ce qui cause une hémorragie encore plus forte. Donc, en dernier, les tissus ne peuvent plus jouer leur rôle, donc les cellules épithéliales vont laisser passer différentes bactéries et intrus dans le système circulatoire sanguin. Le prochain système duquel on va parler, c'est le système circulatoire. On va commencer par le foie. Le foie va être l'organe le plus affecté du corps. Normalement, le foie agit comme détoxifiant et élimine les globules rouges défectueuses. Puisque le foie reçoit des dommages à ses tissus et éprouve des hémorragies sévères, il devient inefficace. Alors, les érythrocytes sont moins efficaces et n'offrent pas suffisamment d'apport en nutriments à toutes les cellules du corps. De plus, les érythrocytes endommagés, qui ne sont pas éliminés, augmentent les chances que l'individu fasse une embolie. D'autant plus, le système circulatoire au complet est perturbé puisque celui-ci a perdu l'intégrité d'une bonne partie de ses vaisseaux sanguins. Bon matin tout le monde. Alors, moi, je vais parler des diagnostics de l'Ebola et ainsi que les traitements. Alors, en premier, le diagnostic de l'Ebola se fait à l'aide de l'analyse en laboratoire, premièrement. Puis, les symptômes, ils ressemblent beaucoup à d'autres maladies qui sont dans la même région que l'Ebola. Ensuite, pour les traitements de l'Ebola, il en existe 3 qui sont souvent utilisés, soit fournir des fluides et des électrolytes, une oxygénothérapie afin de fournir de l'oxygène aux patients, puis la 3e, c'est de donner des médicaments qui peuvent maintenir la pression artérielle, qui peut aussi d'ailleurs réduire les vomissements, ainsi que la diarrhée, la douleur et la fièvre. Initialement, il y avait 4 traitements expérimentaux qui s'étaient faits afin de traiter les gens qui possédaient l'Ebola. Puis 2 de ces traitements qui sont les plus efficaces sont le Regeneron, que son nom c'est le REGN-EB3, puis le MAB-114. Puis ces 2 médicaments, ils étaient très efficaces parce que le taux de fatalité des gens qui utilisaient ces médicaments-là était juste de 30%. Normalement, quelqu'un qui a l'Ebola puis qui n'utilise pas des médicaments ou des traitements spéciaux quand il a la maladie, le pourcentage de chances qu'il peut mourir est de 66%, ce qui est un pourcentage assez élevé. Maintenant, on va passer à la deuxième partie des traitements. Alors, là, on passe dans l'étape des vaccins. Alors, vaccin Zebov, c'est juste à une dose unique. Puis, c'est contre l'Ebola. Puis, c'est la première fois que le FDA approuve un vaccin pour l'Ebola. Alors, c'est un fait assez majeur. Puis, une autre expérience a été faite afin de créer un autre vaccin pour contrer l'épidémie qu'il y a dans la République démocratique du Congo en Afrique, parce que c'est là où est-ce que l'épidémie est principalement située. Puis, le vaccin utilise 2 composantes qui sont nouvelles, l'AD26.Zebov et MVA-BN Philo. Puis, ça possède aussi le même but que le vaccin Zebov, soit protéger les gens contre l'Ebola,
Mais lui, il y a une différence, c'est qu'il utilise 2 doses, parce que la deuxième dose, elle est donnée 56 jours après la première dose. C'est la seule différence vraiment qu'il y a, puis les 2 différentes composantes, c'est tout. Alors j'espère que nous avons clarifié assez la maladie de l'Ebola, puis on a hâte de répondre à vos questions.